Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial du 8 mars, le 8 mars qui est le mois dédié à la femme. Donc on a dédié ce mois à la femme pour que la femme revienne à ses sens, c'est dire que je suis un être à part entière. Alors à toutes les femmes du monde entier, nous vous souhaitons une joyeuse fête de 8 mars. Alors sur ce plateau, je ne serai pas seule, je serai avec de merveilleuses dames qui sont dans divers domaines. Donc on a fait appel à ces genres de femmes pour essayer un peu de nous expliquer selon elles, c'est quoi le 8 mars? Et selon vous, le 8 mars, c'est un mois où la femme est censée s'acheter de nouveaux pagnes, faire de chemin par-ci par-là, aller dans des cabarets et passer sa journée, ou bien le 8 mars est une journée de réflexion. Alors, je veux présenter mes invités sur ce plateau. Je n'aurai pas seulement une invitée. Il y a 3 merveilleuses dames. Elles sont brillantes, elles sont braves, que j'ai pu inviter sur ce plateau. Alors, je vais commencer avec celle qui est à ma gauche, devant moi aussi, Madame Patricia Makuma Bilonda. C'est une femme, c'est une vice-bourgmestre d'une si grande commune à Challenge. Elle est vice-bourgmestre de la commune d'Endjili. Pensez vous-même, cette commune, pour vous qui habitez la ville-province de Kinshasa, vous savez, pour vous qui sont à l'extérieur, c'est une commune de Kinshasa qui est la RDC. Alors cette femme, elle a pris du courage à diriger cette commune. Vraiment, c'est une brave dame. Madame Patricia, bonjour et bienvenue à cette Bonjour, Madame Nathalie. Alors notre deuxième invitée, il s'agit de Madame Bernadette Kamango. Cette dame a un très long cursus. Si je commençais à étaler son cursus, je pense que ça pourra nous prendre toute une éternité. Elle est en train de gérer une si grande entreprise qui est à elle propre. Vraiment, c'est une dame qui m'a émerveillée pendant la période de Covid-19. Elle a pu créer son entreprise et aujourd'hui, Madame Bernadette Kamango, elle est sollicitée par-ci, par-là. Donc, elle a vraiment beaucoup à dire. On ne peut pas vraiment s'atteler le jour que je vais la recevoir seule. Elle nous parlera plus d'elle. Madame Bernadette, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci d'avoir pensé à moi pour cette émission. Je vous en prie. Alors, notre troisième invitée, une dame brave, une dame merveilleuse. Il s'agit de Madame Kena Lubika. Cette femme, je vous le dis, j'ai eu quand même affaire de terrain, j'ai eu quand même à interviewer plusieurs femmes professeurs, mais rare de trouver une femme professeure, et non pas seulement professeur, mais professeur docteur. Elle a transcendé la loi. Elle s'est dit non, même si je suis femme, je vais aller. Elle m'a même dit, imaginez-vous, que je veux être les PE. Vraiment, elle mérite vos encouragements. Elle est aussi coach. Alors, Madame Kena Lubika, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Nathalie. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous en prie. Alors, à vous toutes les dames, nous vous souhaitons bonne fête du 8 mars. Merci à vous aussi. Pareillement. Merci. Alors aujourd'hui, nous sommes à un plateau spécial, mesdames, messieurs. Vous pouvez le voir, j'ai 3 merveilleuses dames. Elles sont dans divers domaines. Donc, chacune est dans son domaine. Elles ne sont pas toutes dans un même domaine. Chacune est dans son domaine. Donc, aujourd'hui, on va parler de la femme parce qu'elles sont des femmes braves et bien qualifiées pour aider cette jeunesse qui est en train de croupir, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire normalement. Et ces dames sont là pour nous aider à savoir qu'est-ce qu'on veut faire normalement dans la vie. Alors, nous avons le thème qui est un thème international. Notre thème international du mois de la femme est investir en faveur de la femme. Alors, le monde entier s'est décidé cette année de vouloir investir en faveur de la femme. Donc, c'est pas chose facile. Alors, je vais me tourner directement à ces merveilleuses créatures, à ces merveilleuses dames, pour dire, je veux d'abord commencer par Madame Kena Lubika. Madame Kena Lubika, êtes-vous prête à ce que la société investisse en vous? Bien évidemment que je suis prête que la société puisse investir en la femme, parce que c'est investir sur la femme, c'est, comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors quand on investit dans la femme, c'est elle qui est la responsable en famille, c'est elle qui sait donner des directives. Je crois que c'est pas rien, quoi. C'est quelque chose de très important, investir dans la femme. N'allez-vous pas donner de prétexte qu'on se prépare d'abord, on n'est pas prête? Et si aujourd'hui on vous appelait que vous soyez vice-première ministre, est-ce que vous êtes prête? Oui, bien sûr, je suis prête parce que
Bon, je ne sais pas, ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Donc, je crois qu'on peut me faire confiance. On peut faire confiance. Voilà. Bien dit. Alors, je tourne vers Madame Patricia Makuma Bilonda, la vice-bourgmestre de la grande commune à Challenge, la commune de Ndjiki. Madame Patricia, est-ce que vous êtes de même avis? Est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prête que la société, que le monde investisse en vous? Je suis de même avis que Madame Kena? Oui. Moi, comme Patricia Makuma, je suis prête. Je suis vraiment prête que la société investisse en moi. Et je vais donner le meilleur de ce que j'ai. Je suis technicien de développement communautaire. Je connais, j'ai des capacités. J'ai tout ce que l'homme a. Et j'ai aussi des ambitions. Donc, ça va passer. Et la preuve en est que vous êtes la vice-bourgmestre d'une si grande commune. Je suis déjà en train de gérer une partie de la capitale, donc ça va déjà. Ça va. On vous fait confiance. Alors, Madame Bernadette, la brave entrepreneur, dites-nous, vous êtes de même avis que deux femmes, il ne faut pas seulement accepter, hein, donnez votre avis, soyez libre. Non, de toutes les façons, de manière générale, je suis du même avis. Personnellement, ce que moi je pourrais ajouter, c'est que si je suis devenue ce que je suis, c'est tout simplement parce qu'il y a deux personnes qui, dès le départ, ont investi en moi. C'est mon père et ma mère qui ont cru en moi. En fait, c'est pas qu'ils ont cru en moi, mais ils ont d'abord investi en moi en me donnant l'éducation qu'il faut pour que je puisse me lever aujourd'hui et puis faire leur honneur. Non seulement ça, tout au long de la vie, je crois que nous toutes, on a pu être encadrés, que ce soit au niveau de la famille, parce que c'est la famille, c'est la société. La société elle-même, en allant à l'école, en suivant des formations à gauche, à droite. Donc rien que le fait qu'on ait déjà investi en moi, en nous, ça nous permet aussi d'avoir les capacités d'investir aussi pour les autres et aussi essayer d'apporter notre impact. Donc, s'il faut continuer à investir en moi, c'est comme vous dites, je suis entrepreneur. Mais pour être entrepreneur, ne vous en faites pas. On doit passer par des formations sur formations. Tout ça, c'est l'investissement que le pays met en nous pour qu'on puisse justement, à travers nos entreprises, aider la société en créant de l'emploi et en nous tournant surtout vers les jeunes filles, les mamans, et pour essayer d'investir aussi en elles. Donc, c'est réciproque. Madame Bernadette, alors vous êtes entrepreneur d'une si grande cosmétique en mode d'épice, hein, en épices quoi, vous... Non, en cosmétique naturelle. Donc naturelle, c'est-à-dire que tous les produits que je fais, c'est sans additifs chimiques. J'utilise des épices, des légumes, des fruits, tout ce qui est naturel, des herbes, mais je fais tout pour éviter les produits chimiques d'ailleurs qui abîment la santé. Alors je pense que même moi je serais concernée parce que c'est déjà la peau, la femme, quand on parle de la femme, on voit qu'on a toujours soigné, hein? Même les deux dames sont déjà concernées. Ben oui, pour être belle comme vous êtes là, il faut toujours aller consulter Madame Bernadette Kamango, vu que vous avez déjà la parole. Dites-nous, Madame Bernadette Kamango, que représente pour vous la journée internationale du droit de la femme? Bon, on le dit bien, c'est pour se commémorer les droits de la femme, pour acquérir les droits que nous avons aujourd'hui. Il y a eu une longue bataille, une très longue bataille. On ne saura pas revenir sur l'historique, mais je crois que la base de cette bataille, c'était d'abord le droit au vote que les femmes ont réclamé. Ça a été une très longue bataille. Il y a même des femmes qui sont mortes pour ça, pour acquérir ce droit, rien que ce droit de vote. Et puis c'est ici aussi en RDC, je pense que ça commence aussi avec toujours ce problème de droit de vote. Et je pense que cette journée est très importante parce que ça nous permet de faire l'évaluation en fait sur les droits pour lesquels nous nous sommes battus. Et si par exemple il reste encore des défis, donc nous sommes encore là, justement cette journée nous permet de réfléchir sur ce que nous pouvons encore acquérir et sur ce que nous pouvons encore apporter. Madame Patricia, je vous vois bouger la tête, je pense que c'est comme Madame Bernadette a dit, ça vous a tiqué, je pense. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Cette journée, pour moi, c'est une journée d'auto-évaluation. De voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et aussi de fêter et de partager ce qu'on a avec les autres. Donc, c'est ça. Un peu ça. Alors pour vous, Madame
Kéna, vous pouvez ajouter quelque chose? C'est vrai que le 8 mars n'est pas comme on le fait là, fêter, aller boire et tout ça. C'est vraiment une journée de réflexion. Ça nous permet de nous rendre compte de ce que nous avons déjà pu obtenir par rapport aux revendications que nous avions fait au départ. C'est vrai qu'on n'était pas là, mais toutes ces femmes qui avaient revendiqué nous avaient représentés, quoi. Alors aujourd'hui là, quand on fête le 8 mars, c'est pour se rendre compte de ce qui a marché, de ce qu'on a déjà pu acquérir, de ce qui reste encore à faire, afin que nous puissions relever ces défis-là. Est-ce que vous pensez que les femmes ont déjà compris que c'est une journée de réflexion? Bon, nous sommes là comme femmes, nous sommes en train de comprendre et certainement les autres aussi comprennent. Il y a peut-être un nombre qui n'a pas encore compris, mais ça va venir avec le temps, avec des sensibilisations et tout ça. Ça permettra à toutes les femmes de comprendre que ce n'est pas une journée où l'on boit ou on s'achète des habits, mais c'est plutôt une journée de réflexion, d'auto-évaluation, comme l'avait dit madame. Vous êtes de même avis, Madame Bernadette? Oui, je suis pratiquement du même avis, sauf que moi je peux ajouter que si les femmes veulent fêter, bon, c'est leur droit. On ne peut pas leur empêcher d'aller festoyer à gauche, à droite, acheter de nouveaux pannes. Comme Madame l'a dit, Madame Patricia l'a dit. Voilà, nous en Afrique, notre symbole c'est le pagne. En fait, à travers le pagne, donc le pagne représente beaucoup. Quand on met nos enfants au monde, je crois on l'enveloppe avec le pagne. Quand on a une fête, c'est le pagne qu'on a. Donc, s'il y a un pagne, c'est tout simplement parce que c'est une journée de fête. Donc, on ne peut pas interdire. Mais ce qu'on peut reprocher, c'est mal fêté. Madame Bernadette, vous dites une chose avec son contraire. Oui. Alors, vous dites que c'est une journée où ça se représente chez nous en pagne. Mais aujourd'hui, c'est le 8 mars. Fort malheureusement, vous n'êtes pas en pagne. Non, c'est la modernité. Oui, bon, c'est pas qu'on oblige à porter des pagnes, mais on sait que notre symbole, il y a un pagne du 8 mars parce que on est en Afrique. On ne peut pas rejeter notre pagne. C'est la coutume africaine. Le pagne représente notre coutume. Mais ça n'empêche pas que la démocratie oblige. On peut s'habiller comme on veut. L'essentiel, c'est que quand il faut fêter, que cette fête se passe de manière décente. C'est ce que nous demandons. Et surtout nos jeunes filles, donc on doit leur faire comprendre l'importance de cette journée. Pourquoi les droits de la femme? Il y a encore malheureusement beaucoup qui n'arrivent pas à bien comprendre l'importance de cette femme, et de cette fête plutôt. Elles pensent effectivement que c'est pour aller fêter, aller exiger des pagnes à gauche, à droite. Non. Je crois que c'est notre rôle, surtout nous en tant que maman, en tant que responsable, en tant que leader, de bien faire passer le message. Parce que dès le départ, moi je pense que le message avait été très mal passé, alors trop mal passé, et les gens se sont mis à penser que 8 mars égale pagne. C'est à nous maintenant de faire ce rectificatif et de faire comprendre, même à travers les écoles, faire comprendre que à nos petites filles, nos filles, que ce n'est pas pour les pagnes, c'est oui, on peut fêter de manière sobre, décemment, mais que ce n'est pas pour aller, que le 8 mars n'est pas égal pagne. Le pagne, c'est juste une coutume africaine que nous avons et c'est une valeur africaine. Alors, là pour cette question, je vais prendre notre professeur. Alors, Madame Kéna, dites-nous, vous les femmes, vous êtes là les femmes, en train de défendre le 8 mars, l'égalité. Mais vous êtes en train de crier tout haut que nous voulons l'égalité, nous voulons l'émancipation, la parité. Mais vous, le même femme, ne faites pas un effort à ce que cette égalité ou bien cette parité soit une réalité. Pourquoi? Vous, de même femme, qui criez tout haut, mais vous ne faites pas en sorte que cette émancipation, mais cette parité ne soit pas une réalité. Alors pourquoi? Ben, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que l'on ne fait pas d'efforts pour que cette parité puisse être une réalité. Non, je ne pense pas. Déjà que ce qu'on ne pouvait pas faire par le passé, on arrive à le faire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais entraîneur physique de l'équipe nationale. Avant, les femmes ne pouvaient pas faire ça. Déjà que quand je suis allée aux humanités pour faire les études en éducation physique, tout le monde me regardait comme si je suis tombée du ciel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, aller faire l'éducation physique? C'est quoi ça? Ça vient d'où? Mais tu risques de ne pas avoir d'enfants et tout ça. Mais j'ai défié tout le monde. J'ai fait ça aux humanités, à l'université. Aujourd'hui, je suis docteur en éducation physique toujours. Donc, je crois que nous faisons un effort quand même pour que
cette parité puisse être effectivement une réalité. Est-ce vrai? Madame Patricia, vous partagez le même avis avec Madame Okena? Oui, je partage le même avis. Il y a déjà une avancée significative de notre pays. Depuis qu'on a commencé avec la journée du 8 mars, il y a déjà beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'ignorance. Maintenant, toutes les femmes commencent à comprendre. Commencent à comprendre. Et puis, vous allez voir que les femmes sont dans tout maintenant. À la mécanique, il y a même des chauffeurs de Transco qui sont des femmes. Et ça, vraiment, ça m'avait fait du plaisir. Donc, beaucoup de plaisir de voir une dame chauffeur au Transco, bus Transco. Donc, c'est déjà une évolution. Il y a vraiment beaucoup d'avancées. Okay. Alors, vous, Madame Bernadette, qu'est-ce que vous ajoutez? Oui, moi d'abord, je dirais que le mot émancipation, moi, je n'aime pas ce mot-là. S'il y avait un temps, c'était par rapport au contexte. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parle plus de la promotion de la femme que l'émancipation. L'émancipation, c'est comme si la femme continue à être considérée comme un petit enfant à qui on doit... Il y a l'évolution de la femme. Oui, mais il y a peut-être un... C'est vrai, avant, on parlait de l'émancipation, c'était par rapport au contexte, mais il y a beaucoup de choses qui ont largement avancé. Et puis aujourd'hui, on parle plus de la promotion de la femme. Et d'ailleurs, dans cette promotion, vous voyez, on a maman qui est vice-bourgmestre, on a maman qui est professeur, coach. Oui, voilà, donc tout ça, ce sont les acquis de cette promotion, du travail qui a été fait justement pour que la parité, et puis il faut bien se souvenir que nous avons une constitution, là, un article 14 qui consacre la parité, qui consacre la parité, même si on y va petit à petit, mais je pense que vaut mieux y aller encore petit à petit que qu'il n'y ait rien du tout. Donc je pense qu'il y a un effort qui est quand même fait pour tenir compte de cet aspect. Vous venez déjà de soulever une de mes questions, je ne sais pas comment vous l'avez reçue, une de mes questions. Alors dites-nous, vu que vous venez de soulever cette question, dites-nous, parce qu'il y a un article de notre Constitution, l'article 14, qui stipule l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que vous pensez que cette Constitution, elle est mise en application de l'égalité entre l'homme et la femme, ou bien elle reste toujours en souffrance? Bon, il faut bien comprendre le mot égalité, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle d'égalité, la femme ceci, d'ailleurs... On a dit 50-50, 50-50, c'est ça l'égalité? Oui, l'égalité, en fait, la parité, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire, comme on disait ici, maman est vice-bourgmestre. Avant, il n'y avait pas de femme bourgmestre, mais aujourd'hui, il y en a. Avant, c'était difficile d'avoir une femme professeure. Même les femmes entrepreneurs, c'était difficile d'en avoir. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a eu une égalité des chances. Donc, ce que l'homme a la capacité de faire, la femme a la capacité de le faire. Moi, même pour aller encore plus loin, moi, je dis, mais il y a des femmes astronautes. Même s'il n'y a pas encore des Africaines, mais il y a des femmes astronautes. Est-ce que ces femmes-là, elles viennent, je ne sais pas... Du ciel comme madame. Non, c'est pour dire qu'effectivement, on n'a pas à penser que la femme est incapable de quoi que ce soit. L'égalité des chances, c'est permettre à la femme d'évoluer autant que l'homme évolue. Quand on marche avec deux jambes. On ne peut pas marcher avec une jambe. Donc la jambe droite a besoin de la jambe gauche et la jambe gauche a besoin de la jambe droite. Donc pour moi, c'est un peu ça, parler de la parité. Et notre pays fait vraiment des efforts pour que cette parité s'installe. On voit déjà dans les postes de décision, dans notre gouvernement, il y a de plus en plus de femmes. On était parti, je crois, si j'oublie, de 14%, si je me souviens, dans le gouvernement. Aujourd'hui, on est à 37%. On ne sait pas le prochain gouvernement. On ne sait pas s'il y aura encore, on atteindra les 50-50. Donc, c'est un effort qui est quand même fait et on doit le saluer. Mais le 50-50 dont je parle, l'égalité de 50-50, on prend un exemple. Vous êtes dans une entreprise où il y a 50 hommes, il y a 50 femmes. Donc, vous devez vous départager. S'il y a 50 DG, doit y avoir 50 DG hommes, DG femmes. C'est ça le 50-50. Est-ce que c'est en application? Dans une entreprise. Oh non, c'est un exemple qu'on donne. Là, on prend Mme Bernadette, je sais pas, elle a beaucoup à dire sur ce sujet. Est-ce que c'est en application, ça? C'est vrai que c'est en application. Comme disait Madame, on donne l'égalité des chances. Quand déjà, à l'école primaire, on demande à ce qu'on donne plus de chances aux filles d'aller à l'école, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait cette égalité-là
en avançant. Malheureusement, on se rend compte qu'après, il y a comment on dit ça, des perditions scolaires chez les filles par rapport aux garçons. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui accouchent, il y en a qui se marient et tout ça. Ça va faire que les nombres qui avaient commencé, c'est pas le nombre qui va terminer. C'est pareil même à l'université et même dans les entreprises. J'étais dans une école quand j'ai commencé à travailler. La dame qui était la préfète chef d'établissement ne voulait pas des femmes à l'école. Pourquoi? Comme professeur. Pourquoi? Parce que les femmes avaient des congés de maternité, ça empêchait les élèves d'avoir cours à ce moment-là, c'était compliqué. C'est vrai que pour le souci des enfants, elle avait raison, mais on ne peut pas bloquer les gens comme ça parce que les femmes vont accoucher. Et puis c'est normal cette histoire-là d'accoucher. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler parce qu'elle va devoir accoucher. Donc on fait quand même des efforts pour qu'il y ait égalité des chances. On fait des efforts là. Mais maintenant sur le terrain, peut-être qu'il y a encore des choses qui boitillent un peu, qui empêchent qu'il y ait ce 50-50 dont vous parlez. Voilà. Madame Patricia, vous êtes de même avis? Je voulais ajouter des choses qui empêchent. Il y a l'égoïsme chez les hommes, parce qu'on le voit souvent. Il y a l'égoïsme et puis la discrimination. Et ça, c'est ce que moi, je déplore. Donc, les hommes congolais surtout, hein, donc ils sont là, ils sont vraiment égoïstes. C'est ce qui empêche qu'il y ait 50-50. Donc, ils sont là en train de se dire que la femme ne peut pas être au top, au-dessus de moi. Oui, c'est ça, donc c'est l'égoïsme. Alors vu que Madame Patricia parlait de l'égoïsme, on va d'abord dans des maisons. Je pense que mesdames ici, elles sont toutes de mamans, de femmes mariées. On parle de parité, 50-50, 50-50, comme vous venez de le dire. Mais si vous êtes dans vos foyers, ok, on est en train de parler de parité. Quand papa travaille, vous travaillez aussi. Tous deux, vous travaillez. Vous avez 2 salaires à la fin du mois. Mais le salaire de papa est pour la famille. Là, il n'y a pas de parité. Mais vos salaires à vous, c'est pour vos besoins à vous personnels. Ne voyez-vous pas que vous êtes de même personne à étouffer cette parité? Est-ce que c'est déclaré comme ça que les femmes gardent leur salaire pour elles? C'est connu. Et que... Mais c'est connu quand même. Que les femmes, mais c'est connu, les gars. Parce qu'on le dit à l'église officielle de l'État pendant le mariage, la famille dit, vous avez votre salaire, ce sont les conseils qu'on donne aux femmes, non? Vous avez votre salaire, vous amenez, vous mettez ensemble, et ensemble vous faites les programmes pour la famille. Donc on ne peut pas dire que la femme garde son argent pour elle. Alors s'il y a des situations comme ça, c'est qu'il y a déjà des problèmes qui se présentent. Mais sinon, en principe, mais ça, c'est la minorité dont vous parlez. C'est la minorité. Je ne pense pas que c'est toutes les femmes. Une femme normale qui travaille, qui vient à la fin du mois, elle met son argent sur table et le mari qui met... Non. Vous êtes la première, hein, Madame Bernadette. Je ne sais pas si vous êtes au même avis que Madame... Non, je ne pense pas. Parce que je parle sous le contrôle de maman vice-bourgmestre. Je pense que quand les gens se marient, là, malheureusement ici en Afrique, la majorité des cas, on se marie sous le patrimoine de communauté des biens. Qui dit communauté des biens, c'est-à-dire que tout ce que moi, la femme, l'épouse, j'apporte à mon ménage, ça appartient aussi au mari. Tout ce que le mari apporte au ménage, ça appartient aussi à l'épouse. Donc, je pense que dans tout foyer, c'est la concertation qu'il y a. Il n'y a pas un foyer où chacun fait ce qu'il veut avec son salaire, c'est qu'il y a un problème dans ce ménage. C'est pas normal. Mais cette génération, la jeunesse d'aujourd'hui, vos enfants, nous qui sommes vos enfants, c'est qu'on dit non, l'argent du mari, c'est pour la famille. Et mon argent, c'est pour ma famille, la famille de la femme. Justement, ça, c'est la destruction de la famille. Ça, c'est la destruction de la famille. Quand les jeunes apprennent à entendre ce genre de discours, c'est à nous maintenant de leur apprendre un autre discours. Ça, c'est vraiment... je pourrais dire la main diabolique de Satan pour détruire la famille, parce que ce n'est pas normal. Même si vous êtes, comment on appelle ça, sous bien acquis, enfin, maman Bourmès connaît mieux, mais je crois que naturellement, les époux dans la maison se concertent, voilà, nous mettons l'argent ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, vous faites le budget et le projet ensemble. Donc, ce discours-là, si ça passe chez les jeunes, c'est vraiment pour détruire la famille. Or, la famille est le noyau de la société. Si une famille est mal gérée, c'est la société qui en pâtit. Madame
Kena, tout à l'heure, vous venez de dire que non, il y a encore de petites choses qu'on doit vraiment arranger à l'égard de la femme. Maintenant, quels sont les défis que doit relever la femme pour que la parité soit une réalité et non de slogan ou de vœux pieux? Bon, en fait, pour que qu'il y ait cette égalité-là, il faut se départir des préjugés. Les préjugés que la société met en place, il faut que la femme se départisse de ces préjugés-là pour pouvoir évoluer. Sinon, elle va commencer à tourner en rond et à force d'entendre toutes ces histoires-là négatives, elle va laisser tomber les bras et s'enfermer dans son carton, quoi, au lieu que de pouvoir évoluer. Il faut absolument qu'ils se départissent de ces préjugés, de la discrimination, comme disait madame, de l'égoïsme des hommes. Madame Bernadette a mot à ajouter à ce qu'elle a dit. Bon, je pense que c'est comme maman dit, hein, donc les préjugés. En fait, les préjugés sont là pour décourager l'élan de la femme, pour lui faire croire qu'elle ne vaut rien, elle est incapable, tout ça. Et effectivement, quand on met ça dans la tête de l'enfant, parce que l'éducation, ça commence quand c'est petit, et on lui dit chaque jour que non, toi, par exemple, ta place c'est seulement à la cuisine, tu n'as pas à mettre tes pieds au salon. Or, c'est au salon où on prend les décisions. Donc elle va rester dans son petit coin qui est la cuisine, elle ne va pas participer à ce qui se passe au salon, là où se prennent les décisions. Et la femme grandit comme ça, c'est comme ça aujourd'hui malheureusement, le taux d'analphabétisme touche surtout la femme, le taux de manque d'instruction touche la femme. Et quand la femme n'est pas instruite, donc elle ramasse tout et rien. Et c'est avec ça qu'elle grandit. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer des femmes qui ne savent pas se défendre devant certains problèmes. Et on va faire croire à la femme que si tu ne sais pas te défendre, c'est tout simplement parce que tu es incapable. Or, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas instruite, c'est tout. Madame Kena, souffrez qu'on puisse un peu vous citer trop parce que vous êtes professeure. Souffrez aujourd'hui, souffrez qu'on puisse un peu vous citer. Dites-nous, quand on étudiait, on voyait dans des collèges, dans des lycées, il y avait plus de filles que des garçons. En plus, ces filles, elles étaient plus brillantes que les garçons. Mais en quel moment on leur perd en chemin? C'est comme je disais tout à l'heure, en chemin, il y en a qui s'égarent, qui se marient, qui tombent enceintes. Et le garçon qui a fait ça, lui, il continue. Mais la fille, elle reste. Après, elle est bonne pour vendre du piment, elle est bonne pour rester à la maison, elle est bonne pour être bonne, mais pas pour travailler et évoluer. Bon, je crois que c'est cela. Et puis, dans certaines familles, on dit, quand il n'y a pas suffisamment de moyens, on fait étudier les garçons et on laisse les femmes, on vous dit, vous, on va vous épouser. Voilà. Alors, tout ça là, ça fait que les filles n'évoluent pas comme il se doit, même quand elles sont vraiment intelligentes. On leur donne peut-être pas la chance de pouvoir évoluer. Ça, c'est pour Madame la bourgmestre, la vice-bourgmestre. Madame Patricia, dites-nous, est-ce que le mariage peut être un frein pour une femme d'évoluer? Le mariage pour une femme. Je ne pense pas en tout cas. Il y a d'autres maris aussi qui n'aiment pas que leur femme travaille. Mais je crois que ça, c'est 30%. Et puis, c'est aussi un problème d'instruction. Si la femme a étudié, si elle connaît ses droits, je ne pense pas qu'elle va aller épouser une telle personne. Mariage un frein, je crois que c'est pas vraiment dans 70% du foyer. Comme je viens de dire que c'est souvent dans 30-20%. Et puis c'est souvent les femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Ils se laissent faire par ces gens. Ils se laissent faire. Et puis il y a aussi l'Église qui intervient pour dire que tu dois être soumise. C'est ça le problème. La soumission n'a pas de place dans ça. En tout cas, parce que l'homme peut tomber malade. Et c'est la femme avec ce qu'elle a, elle va remonter la maison. Donc si elle reste aussi comme ça,
Donc là, je ne pense pas. Donc il faut envoyer des filles à l'école et puis les instruire aussi, qu'elles connaissent leurs droits. Moi, je suis souvent dans la sensibilisation. En tant que technicien de développement communautaire, je fais plus les sensibilisations. Je travaille avec les femmes et les jeunes filles. Comme le cas que madame le professeur a dit, quand les garçons engrossent la fille reste à la maison. Moi, je suis dans les sensibilisations. J'ai dit, même si une fille est enceinte, elle peut toujours aller à l'école. J'ai fait beaucoup de plaidoyers sur ça. Dans ma communauté de Kinkole. Donc, une fille de 4e enceinte, je suis partie à l'école. J'ai demandé si on pouvait la laisser. Et c'est lui qui l'avait en procès. C'était aussi le garçon de sa classe. Okay. J'ai dit au directeur, est-ce que maintenant le garçon est là et pourquoi la fille doit rester à la maison? Donc, il avait accepté et la fille commençait à aller à l'école. Elle partait avec sa grossesse jusqu'à ce qu'elle a accouché, donc c'était bien. Madame Bernadette? Oui, c'est une réalité, effectivement, c'est qu'on donne beaucoup plus d'importance dans les études du garçon que de la fille. Et ici, on est encore dans la capitale, mais quand vous allez au Congo profond, la réalité est vraiment malheureuse, parce que là-bas, il y a des mariages précoces, même si le mariage précoce est interdit ici selon nos textes de loi. Mais vous verrez, à déjà 14 ans, 15 ans, on marie une fille tout simplement parce que il y a la pauvreté qui est là. En fait, c'est une façon de se débarrasser d'elle et on préfère garder le garçon. Et puis on remarque même que dans le savoir-faire, c'est souvent même la fille qui se débrouille le mieux. Il y a beaucoup de parents que j'ai observés qui se disent, bon, la fille, on va la marier, si elle se marie, c'est fini, elle sera inutile. Mais j'ai remarqué dans beaucoup de familles que même mariée, c'est la fille qui, au contraire, vient au secours des parents. Pendant que le garçon, lui, d'ailleurs, quand le garçon épouse une femme, surtout s'il tombe sur une femme bizarre, c'est fini, il oublie toute la famille. Mais la fille, elle saura que papa est là, maman est là. Donc, c'est comme on dit, c'est beaucoup plus de sensibilisation. On doit vraiment marteler sur la sensibilisation et surtout marteler sur la sensibilisation de l'instruction de la fille afin qu'elle connaisse ses droits. La fille doit connaître ses droits. J'observe souvent quand on est avec les filles européennes, vous n'allez pas blaguer avec elles n'importe comment, même une petite fille là, parce qu'elle connaît ses droits. Elle connaît ses droits parce qu'on lui a appris ses droits, on lui dit non, tu es une fille, tu ne sais pas parce que tu es une fille que tu n'as pas autant les mêmes droits que les garçons. On les fait grandir ensemble. Toi, tu as les droits, tu as des droits, toi, le garçon a ses droits, toi aussi tu as les mêmes droits que le garçon. Et le fait de grandir comme ça, une fois adulte, bon, elles connaissent, vous n'allez pas blaguer avec ces filles-là en désordre. Mais pas nos filles. Nos filles, on leur apprend déjà dès le bas âge, non, toi d'ailleurs, tu es une femme, donc pendant les vacances, le garçon joue au ballon, mais toi, va faire la vaisselle. Donc tout ça, je ne dis pas qu'on doit remettre en question notre éducation. On doit peut-être chercher à retenir ce qui est positif et retirer ce qui est négatif et essayer d'adapter par rapport au contexte actuel. Aujourd'hui, on est dans les phénomènes des réseaux sociaux. Il faut faire attention. Ça tourne aussi la tête de nos filles. Et si la fille est très fragile. L'éducation de la fille, si on ne la prend pas au sérieux, ne vous en faites pas. On dit à chaque fois, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Et il est très important d'aller dans des sensibilisations. Malheureusement, les sensibilisations sont trop faibles. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est par manque de moyens ou quoi. Mais on doit vraiment marteler dans les sensibilisations. Aujourd'hui, femmes entrepreneurs sollicitées par-ci, par-là, une question propre à vous. Est-ce que pour qu'une femme émerge, elle doit nécessairement se faire accompagner d'un homme? Non, ça, si c'était une réalité à une certaine époque, mais aujourd'hui, ça ne tient plus du tout. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que l'entrepreneuriat, et surtout avec le régime actuel, on incite, on encourage et on booste la femme dans l'entrepreneuriat pour qu'elle devienne autonome financièrement. Vous savez, dans ce pays, pourquoi je dis que si c'était un discours qui tenait il y a une époque, plus maintenant, il y a une certaine époque dans le pays, on a connu les pillages. Après les pillages, les hommes se sont retrouvés tous au chômage. Il n'y avait plus de travail pour les hommes.
Et la femme a été obligée de prendre la relève. Et pour prendre la relève, donc elle a été obligée de devenir autonome financièrement. Avant, il y avait dans le code de la famille une entrave qui faisait qu'elle ne puisse pas justement s'épanouir de manière indépendante, c'était l'autorisation maritale. Aujourd'hui, le code de la famille qui a été réformé, on ne parle plus de l'autorisation maritale. On demande plutôt la concertation entre monsieur et madame. Donc si madame veut faire quelque chose, vous vous concertez ensemble. Mais la dame, si elle veut faire quelque chose, entreprendre quelque chose, elle peut le faire sans l'autorisation de la femme. L'entrepreneuriat, l'avantage avec l'entrepreneuriat, ça autonomise la femme. Quand la femme, je ne sais pas pourquoi je dis toujours le mot pauvreté au féminin, je ne sais pas pourquoi, quand la femme n'a pas le moyen de se prendre en charge, elle est fragilisée, donc on peut la manipuler autant que vous voudrez la manipuler. Je le vois ça souvent dans le quartier avec les jeunes filles du quartier. Mais c'est malheureux, un jeune garçon, un Wewa va venir, oh non, comme il semblerait que les Wewa ont beaucoup d'argent, alors une jeune fille, elle ne fait rien, elle va tomber facilement, se faire manipuler par ce jeune garçon tout simplement parce qu'il a de l'argent. Mais une fille qui a de l'argent, ne vous en faites pas les garçons, la regarde à 2 fois avant de s'approcher d'elle. Donc l'indépendance financière, l'autonomisation de la femme est très importante. Et c'est grâce à l'entrepreneuriat, surtout les activités génératrices de revenus, que la femme peut se sentir à l'aise. Madame Kena, professeur que vous êtes, professeur docteur de l'UPEN, je précise. Alors, dites-nous, qu'entendez-vous par le point sexuellement transmissible dont nos jeunes sœurs, nos petites sœurs, on souffre aujourd'hui? C'est vraiment dommage. C'est très dommage qu'on puisse parler des points sexuellement transmissibles. C'est même très malheureux. Un professeur qui fait ce genre de choses, c'est un assassin. Je ne trouve pas un autre mot pour l'appeler, mais c'est vraiment un assassin. Parce que son devoir, c'est former. Et s'il ne forme pas, à la place de donner des connaissances, amener les jeunes filles à devenir compétentes, lui préfère leur donner des points sans qu'ils n'aient eu ces compétences, mais de façon sexuelle, c'est vraiment dommage. Ben, je ne sais pas comment ça se passe. Personnellement, je n'ai jamais vécu ça, mais j'en entends parler. Mais des personnes comme ça, on ne doit pas les pardonner. À l'école secondaire, on confisque, on met à côté l'enseignant et on ne lui donne plus le droit d'enseigner. Il ne peut plus être enseignant. Mais je ne sais pas à l'université comment ça se passe. J'entends parler des points sexuellement transmissibles, mais je n'ai jamais vécu ça avec une étudiante qui se plaint. Je n'ai jamais vécu ça. Mais si cela se fait effectivement, oui, ça se fait. Quelque part aussi, il y a la responsabilité de la fille. On n'est pas obligé de céder. On quand on a la pression, on accepte d'échouer. Mais quand on a la pression, Madame Kena, on peut toutefois céder. On accepte d'échouer, mais on ne cède pas. Et puis on peut aller poser les problèmes aux autorités académiques et tout. Je crois que ces filles-là se plaisent elles-mêmes aussi avec cela, mais c'est vraiment triste, tout à fait malheureux que des choses comme ça puissent arriver dans un milieu universitaire. Alors à qui la faute? À vous le professeur ou à vos étudiants? La responsabilité est partagée. L'enseignant qui fait ces propositions-là, je disais qu'il est un assassin. L'étudiante qui accepte cette proposition-là, elle ne sait pas ce qu'elle est venue faire à l'université. Elle peut en parler à ses parents, elle peut en parler aux autorités académiques, pourquoi pas. Mais si elle se tait, c'est qu'elle est complice. Alors là... Madame Kena, quand vous dites parler à ses parents, je pense que vous, le parent d'aujourd'hui, vous avez un peu de tabou de parler avec vos jeunes filles de tout. Peut-être elle a un problème, elle se gêne un peu par dire ça, maman, que le professeur est en train de me déranger. Je vois un peu, il y a de limites entre mère et fille. Vous voyez pas que vous êtes aussi, en tant que mère, vous êtes aussi à la base de ces choses-là. Parce qu'il y a tabou entre vos filles et vous, les mamans.
Aujourd'hui encore, il y a ce tabou-là. Bien sûr. Moi, déjà, quand j'étais jeune fille avec ma mère, aujourd'hui j'ai 66 ans, donc quand j'étais jeune fille avec ma mère, je parlais de ces Elle était une choses-là. mère exceptionnelle. Je disais, il y a un monsieur comme ça qui m'a dit ça et tout ça. Déjà à cette époque-là, ça fait une quarantaine d'années, 45 ans par là, quoi. Mais aujourd'hui encore, il y a ce tabou-là. Je sais pas. Hein. Madame Bernadette, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a toujours ces tabous entre D'abord, femmes pour parler des points sexuellement transmissibles, transmissibles. je crois que moi-même j'ai écrit j'ai un livre qui dénonce un peu ces phénomènes-là. Et c'est un phénomène trop regrettable. Effectivement, il y a les responsabilités qui sont partagées et c'est pourquoi, l'une des causes que moi j'avais décelées, c'est aussi le problème de la pauvreté. Et c'est pourquoi il est important que la femme, et il y a un problème de la pauvreté, c'est pourquoi il est important d'apprendre l'entrepreneuriat, des activités génératrices de revenus à une étudiante, comme ça elle peut se prendre en charge et faire face à ses besoins. Il y a aussi le problème de manque de connaissance des droits, du règlement peut-être, parce que quand une université, je ne vais pas citer, il y a une université qui m'avait épaté dans mes enquêtes, là où il y avait vraiment, le prof, c'était l'aide numéro 1 de cette université qui pratiquait ça, et évidemment il entraînait un peu tous les autres. On a chassé tous les professeurs pour les remplacer par des religieux. Et aujourd'hui les filles sont tranquilles et à l'aise. Et il y a aussi le système éducatif. Je crois que le LMD, dans les enquêtes que j'ai pu faire, le LMD est l'un des meilleurs systèmes qui protège notre fille, nos filles, parce que ça évite un certain contact entre le prof et l'étudiante. Bon, je n'ai pas eu le système, mais selon mes enquêtes, c'est ce que j'ai pu constater. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est malheureux qu'une fille, peut-être que c'est elle qui pouvait être disons, la chef d'État de la République démocratique du Congo, mais à cause de ce phénomène, elle est obligée d'arrêter ses études. Et comme ici, on n'ose pas dénoncer, briser le silence, elle reste avec ça dans son cœur. Et ça travaille psychologiquement. Ça la travaille de l'intérieur. Ça lui fait mal, mais elle ne sait pas se confier à qui que ce soit. Et c'est comme ça que vous allez trouver des filles un peu, comment je peux dire, dépassées, qui souffrent de dépression. Vous ne connaissez pas la cause alors que non, il y a un problème là. Elle n'a pas su s'exprimer. Ou bien même si elle s'est exprimée, elle n'a pas su, elle est peut-être tombée entre des personnes qui se sont moquées d'elle, et puis c'est fini. C'est fini, la fille est détruite de l'intérieur. Et c'est comme ça, il est important que justement le milieu éducatif soit assaini. Il y a moyen de combattre ce phénomène, mais c'est question encore de volonté. Madame Bernadette, mais vous savez que ce n'est pas seulement dans les milieux universitaires, c'est aussi dans le milieu professionnel qu'on appelle phénomène canapé. Oui, Qu'en pensez-vous par cela? Il y a des termes. Hein? Oui, phénomène canapé aussi, il y en a. Tous ce sont des enquêtes que j'ai pu mener, il y en a. Je pense que la première responsabilité de la femme, c'est de savoir dénoncer, de ne pas avoir peur de le faire. Plus on dénonce, plus ça permettra moi je les appelle des prédateurs, à ces prédateurs sexuels d'avoir peur, puisqu'ils sauront que non, elle connaît son droit, elle connaît ses droits, si j'ose agir comme ça, na baby. Donc c'est un peu ça, la fille doit, et c'est pourquoi le 8 mars c'est très important, connaître ses droits. Alors Madame Patricia, vous êtes dans une commune, comme je le disais, à beaucoup de challenges, à beaucoup de défis. Alors quelle stratégie mettez-vous en place pour aider les femmes de votre circonscription d'Ndjili? Depuis que nous sommes arrivés à Ndjili, je crois que nous sommes arrivés l'année passée, au mois de janvier. J'ai instauré un système de sensibilisation avec des femmes d'Ndjili et des filles. Donc nous sommes tout le temps dans des séminaires où on parle de tout ce qu'on est en train de parler ici. Et surtout de faveurs. Donc les femmes aiment les faveurs. Je leur dis toujours de ne pas chercher les faveurs chez les personnes semblables comme elles. Donc je crois que les faveurs, on doit les chercher chez Dieu.
il y a beaucoup de femmes, donc vous êtes tous nommés, comme moi ici, je suis nommé. J'ai été nommé avec un monsieur qui est le bourgmestre. Mais tu vas voir une femme, elle va toujours chercher des faveurs chez celui qui est devant lui. Et en cherchant ces faveurs, elle tombe dans des phénomènes canapés. Donc j'ai toujours dit aux femmes de ne pas chercher des faveurs. Vous avez étudié comme lui. Et vous avez toutes les chances que même le gouvernement a données. Donc Gandhi dit, je suis dans la sensibilisation avec toutes ces femmes-là. Donc chaque 3 mois on s'est réunis. Nous avons fait un groupe, réseau des femmes leaders de Djidi. Mais Madame Patricia, mais depuis que vous avez commencé ça, mais il y a quand même l'évolution, vous avez vu quand même il y a changement de mentalité auprès de ces femmes-là depuis que vous avez commencé. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Il y a d'autres femmes qui ne pouvaient pas aussi parler devant le genre. Il y a aussi d'autres femmes qui n'étaient pas autonomes, comme dit Madame Kena. Madame Kena. Donc elles deviennent petit à petit autonomes. Et il y a d'autres qui ont eu le courage de rentrer à l'école. Donc j'ai ces femmes-là. Alors petit à petit, nous sommes en train de chuter avec notre plateau spécial du 8 mars, qui est le mois dédié à la femme. Un mot, mesdames, que diriez-vous de ces femmes qui mettent en exergue leur beauté au détriment de leur savoir-faire, intellect, compétences? Elles se disent, bah, je suis belle, hein, je peux me taper du boulot, je peux faire ça. On commence avec, je vois Madame Bernadette qui sourit. On laisse devant Madame Kena se reposer. On commence avec Madame Bernadette. Ah bon? Bon, être belle, c'est, je peux dire, si la beauté vient du Seigneur, bon, la fille ne peut pas dire, bon, j'enlève ma beauté, c'est impossible. Mais je pense que c'est pourquoi il est important de bien éduquer la fille, lui faire comprendre, parce que moi je dis toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont belles. Je suis dans les cosmétiques, je vous dis que même une femme qui se dit être moche, si vous la transformez, vous la relookez, vous verrez une beauté. Toutes les femmes sont belles, mais c'est maintenant question de faire comprendre à la fille que ce sont les compétences qui te rendront encore plus belle. Donc c'est ça, donc c'est question, c'est toujours donner le bon message à la fille. Le faire comprendre à la fille que ta valeur, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. L'extérieur, oui, on te l'a donné, Dieu te l'a donné, mais il ne te l'a pas donné pour que tu ailles faire du n'importe quoi. Il te l'a donné justement, peut-être que c'est par ça, parce que dans la Bible, on a Esther, la reine Esther, c'était une belle femme, mais sa beauté, elle l'a utilisée pourquoi? Pour sauver son pays, pour sauver son peuple. Donc c'est de cette manière, il faut bien faire passer la sensibilisation auprès des femmes. Madame Patricia, un mot sur ça? Oui, avec une femme, ce sont des capacités. Donc, ce n'est pas le corps. Ça aussi, c'est ce que je suis en train de parler chaque jour. Donc, on ne doit pas s'exposer et montrer sa beauté, non. Et surtout maintenant, avec l'accoutrement. L'émancipation ou bien la parité. La parité, on ne voit pas la beauté. Donc, c'est la méritocratie. Donc, on doit donner les compétences. Les meilleurs de ce qu'on a, ce n'est pas la beauté. Alors, Madame la professeure. Ben, avec les études, je ne vois pas comment la beauté peut venir influencer. Sauf ceux-là qui cherchent à pouvoir se laisser faire pour pouvoir obtenir des points. Mais sinon, la beauté, comme disait Madame Bernadette, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Mais on peut se faire transformer aussi avec les produits naturels et tout. On peut se faire transformer. Mais ce qui est important, ce sont les capacités, les compétences. Chercher à faire en sorte qu'on puisse se développer intellectuellement avec ces compétences pour devenir autonome et ainsi aller de l'avant au lieu que de chercher à paraître et tout ça. C'est vrai qu'il faut être présentable et tout ça, mais c'est pas ça le plus important.
Déjà, Madame Bernadette, moi je regrette, je pensais que vous devez normalement venir avec vos produits pour nous faire cadeau. C'est la fête, c'est le 8 mars. Oui, Madame Bernadette, vous devez normalement venir nous faire de cadeaux aujourd'hui. Ouais, peut-être prochainement. Dommage pour aujourd'hui, prochainement. Peut-être. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous allez voir que nous sommes toutes en noir. Fort malheureusement que Madame Bernadette a fait quand même l'exception. C'est la démocratie. Non, attendez, j'ai aussi en vert. Le vert, c'est l'espoir. Ouais. Même s'il y a le noir, moi, je suis venue avec ma couleur verte. Donc, elle s'est expliquée. L'espoir. Elle s'est expliquée. Le noir qui montre que nous sommes, c'est le signe qui montre que c'est la tristesse. Et que le vert qu'a mis Madame Bernadette, ça montre l'espoir. Nous disons que l'Est du pays a encore de l'espoir à voir quelque chose. Alors, sur ce fait, je veux demander à ces dames, à ces merveilleuses dames qui sont là, bien avant d'abord de donner un mot pour ces femmes qui sont violées, qui sont menacées, tuées chaque jour, avant de donner un mot de réconfort à ces femmes ou bien à ces messieurs, à nos compatriotes de l'Est, je veux bien d'abord vouloir nous demander de faire ce signe qui prouve à suffisance que nous sommes de cœur avec l'Est. Et si vous pouvez mettre votre là comme ça, et puis on peut faire ce signe avec votre permission, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Alors, on va commencer avec Madame la vice-bourgmestre de Njili, un mot de réconfort à tous nos compatriotes de l'Est. Ok, moi je dirais à toutes ces femmes, surtout les femmes, parce qu'à la femme on voit l'homme et on voit aussi les enfants. On voit tout. Je vais leur dire de garder l'espoir et qu'un jour ils vont tout ce qui se passe à l'Est va terminer et de compter aussi sur Dieu et qui peut faire en sorte que on peut se réveiller un jour et tout va partir. Donc de ne pas se laisser, de ne pas se sentir comme s'ils étaient abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés. Donc nous sommes vraiment de cœur avec eux. Nous sommes vraiment en train de prier pour eux, de garder l'espoir. Merci. Madame Bernadette. Bon, c'est vrai que tout ce qui se passe là-bas... Vu que vous êtes déjà en espoir déjà, vous êtes en espoir. Oui, je suis vraiment en train de donner mon espoir, surtout que je suis originaire de ce coin là-bas. Okay. Donc chaque jour quand les nouvelles nous tombent, ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur. Parce que nous avons des familles qui sont là, qui nous expliquent, voilà, il y a eu ça. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la RDC va gagner. La RDC va gagner parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné ce pays que le monde entier envie, que le monde entier est en train de combattre. Et comme c'est le Seigneur qui a créé ce pays, le Seigneur lui-même va donner la solution pour que tout se termine et que tous les ennemis puissent plier bagage. Alléluia, ça c'est mon pasteur qui m'a allé plus entrepreneur. Alors, Madame Kena, un mot? C'est vrai que tout ce qui se passe à l'Est là nous fait très mal. Nous sommes compatissants avec le peuple de là. Mais nous savons que rien n'est éternel. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils ne le vivront plus demain. Comme nous dit la Bible, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ils vont un jour, comme dans un rêve, se rendre compte que tout est fini et ils ne sauront même pas comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour que tout s'arrête. Parce que Dieu est au contrôle et il aime ce pays et il va délivrer ce pays. Amen. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à ces merveilleuses dames d'avoir accepté malgré vos occupations. Vous êtes venues en plus très tôt. Merci beaucoup d'avoir accepté à cette invitation. Merci de nous avoir invités.
Je vous en prie. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Vive le 8 mars, vive la femme. Je souhaite une bonne fête de 8 mars à ma patronne, Madame Triple K, Madame Kiki Kibambi. Alors, joyeuse fête de 8 mars à vous, Madame. À toutes les femmes du monde entier, nous vous souhaitons une joyeuse fête de 8 mars. Comme venait de le dire le dame, c'est une journée de réflexion. C'est vrai, vous pouvez mettre vos pagnes, vos nouveaux pagnes, vous faire belle, mais surtout, pensez que c'est une journée de réflexion. Quant à moi, on se dit ciao, ciao. Ciao.